Dans cette vidéo, je vais vous parler de TCA, des troubles du comportement alimentaire. Alors, en fait, les troubles du comportement alimentaire restent assez tabous. Et pourtant, il y a, ce que j'ai lu, 1 million de personnes qui en souffrent. Et dans l'article que j'ai lu, ils disent que les troubles de l'alimentation sont liés à une gestion difficile des émotions. Alors, je vais pas vous baratiner sur ce qu'on peut dire sur les troubles du comportement alimentaire. Plutôt aller à l'essentiel en vous disant que c'est finalement un rapport difficile à la nourriture. Et après vous avoir parlé donner quelques éléments là-dessus, je vais vous faire part du compte rendu de mon hospitalisation où il parle justement de troubles alimentaires. En fait, nourriture, je t'aime, je te déteste. C'est dans la revue Faire Face. Faut trouver le plaisir de manger. Alors, on parle souvent des personnes qui ont un rapport compulsif à l'égard des aliments, ou bien, au contraire, un comportement un peu de rejet, pour parler des personnes qui souffrent d'anorexie, boulimie, anorexie. Mais il y a des cas un peu atypiques. En fait, moi, je me considérais pas du tout comme anorexique. Ça m'énervait quand on pensait, sans me le dire, que j'étais anorexique. Et finalement, plutôt que de parler d'anorexie mentale, parce que c'est comme ça, quand on parle d'anorexie, c'est le rapport difficile à l'alimentation et troubles du comportement alimentaire. Alors, l'anorexie, je pensais que c'était uniquement se priver de nourriture de manière consciente, de manière volontaire. Mais l'anorexie, c'est finalement pas manger. En fait, j'ai envie de dire, quand on souffre de comportement alimentaire, il y a un mot qu'on sait plus, il n'y a plus de signification, c'est manger normalement. Ça veut dire quoi? Manger normalement, en fait. Eh bien, manger normalement, selon moi, c'est écouter les signes de son corps et la faim notamment, manger à sa faim. C'est-à-dire que quand on ressent la faim, c'est un signal du corps qui nous dit, c'est l'estomac qui fait un signal au cerveau pour dire, il faut manger là. Et une fois qu'on a, c'est aussi l'estomac qui nous dit, là c'est bon, je suis arrivé à la satiété, et donc arrête de manger. Donc, si la personne elle mange sans avoir faim, ou qu'elle continue à manger alors qu'elle est arrivée à la satiété, eh bien là on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un trouble du comportement alimentaire? Et quand on se prive de nourriture alors qu'on a faim, voilà. Et le problème de manger à sa faim, c'est que dans certains cas, tu peux te retrouver à penser manger à ta faim, c'est-à-dire que t'as plus faim, donc t'arrêtes de manger, et tu te dis, je mange normalement, puisque quand je suis arrivée à la satiété, j'arrête. Sauf que peut-être que, comme c'est mon cas, mon estomac s'est habitué à manger de moins en moins, et du coup, il arrivait vite à la satiété. Par conséquent, je ne mangeais pas assez. Alors j'avais l'impression, moi, de manger normalement, puisque j'écoutais ma faim. Et en fait, compte, non, je mangeais pas assez. Alors maintenant, ça change. Au début, ça a été difficile. C'est une rééducation qu'on me fait. C'est-à-dire qu'en fait, on me met des seringues d'eau. Et au tout début, je dis, mais c'est trop. Dès que je sentais l'eau dans mon estomac, c'était pas bien. Et l'infirmière me dit, non, mais c'est l'équivalent d'un mug, ce que je vous ai donné. Et je dis, ouais, mais c'est ta maltraitance. C'est vraiment, ça me fait mal. Je dis, non, mais je te fais boire, c'est tout. Et voilà, donc j'ai compris ça. C'est partie de la rééducation. Et c'est vrai que maintenant, mon estomac, il se porte de mieux en mieux l'eau. Bon, après, il faut pas donner trop d'eau non plus avant de manger, sinon ça coupe un peu l'appétit. Et puis après, juste après avoir mangé, si on met trop d'eau et que c'est pas facile des fois, si je suis allongée parce que je reçois 700 millilitres d'eau la nuit. Quand on est allongé, des fois, c'est pas évident. Et bon, la plupart du temps, quand j'arrive à dormir, je suis contente parce que je me dis, ça c'est bon, vous pouvez passer et j'ai pas été gênée. Sinon, l'estomac peut
enfin, des sensations qui sont différentes. Ouais. Je peux sentir l'impression de... En fait, faut se méfier, des fois on peut sentir l'impression d'avoir des nausées alors qu'en fait on a faim. Parce que la différence entre... est assez ténue en fait. Des fois quand on sent la faim et qu'on n'y répond pas, on peut se sentir après nauséeuse. Et des fois on passe ces nausées en mangeant, voilà. Donc là on arrive à un stade où on s'est dénutri, on sait plus trop... euh, on peut plus écouter son corps, les sensations de son corps. Il y avait une nutritionniste qui m'avait dit, vous pouvez plus faire confiance à votre estomac. Quand vous avez l'impression qu'il nous est dur, en fait, peut-être que simplement il a faim. Voilà. Mais bon, en dehors de ça, en principe, oui, on écoute sa faim. Et comme ça, il n'y a pas de risque de manger trop ou pas assez. Mais il peut y avoir des situations dans lesquelles on peut plus faire confiance à ces sensations. Bon, actuellement, je commence à manger tout le temps. Donc la nuit, j'ai la nutrition. Et la journée, eh bien, j'écoute ma faim. Et je mange à ma faim. Voilà. Et le matin, au petit déjeuner, pas trop envie, je mange juste un petit peu de confiture. Avec un peu de biscotte, mais pas grand chose. C'est après où ça va. Voilà. Bon, ben, alors, ce que j'ai noté dans le rapport, ils ont dit que finalement, j'avais une perte d'appétit, qui m'a conduit à ne plus manger et à me retrouver à l'hôpital. En fait, ils se sont trompés. J'avais encore faim, c'est ça le pire. C'est que l'appétit, il était là. Sauf que j'avais déjà, j'avais plus d'odorat, plus de goût des aliments. Et dès que je mettais quelque chose dans la bouche, même sans rien mettre dans la bouche, j'avais toujours envie de cracher, en fait. C'était plus que pas avoir de goût. C'était avoir un seul goût dans la bouche. Et donc, j'avais beau avoir faim, dès que je mettais quelque chose dans la bouche, j'avais pas envie d'avaler. C'est un peu comme si vous voyez, je sais pas moi, un beau pain au chocolat, et dès que vous mettez dans la bouche, bah, c'est du caca. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, du coup, vous avez beau avoir faim, vous n'allez pas le manger. C'est pas au chocolat. Et bien voilà. Et ça, ils n'ont pas compris, apparemment. Et, bref, je continue. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Donc, relation perturbée à l'alimentation. Pour moi, je vais pas parler finalement des troubles de comportement alimentaire de manière générale. Je vais vous parler de moi, de ce que j'ai ressenti. Mais avant ça, je vais quand même partir sur ce qu'on dit. Donc, motif d'hospitalisation, altération de l'état général dans un contexte de sclérose en plaques. Infection, probablement à Covid, en mi-décembre 2023, au domicile, suivi d'une anosmie et dysgeusie. Ça veut dire qu'en fait, t'as un problème d'odorat et un problème de goût. Automédication par patch devant une suspicion de mycose. Bon, ils ont mis un doute le fait que j'avais une mycose, parce que moi, en fait, en 2016, après la mort de ma mère, j'avais eu la grippe, et ça m'avait provoqué une mycose. À l'époque, on n'avait pas vu que j'avais une mycose, mais SOS Médecins m'avait dit, essayez, ça peut toujours être ça, des fois on les voit pas, et j'avais suivi un antimycosique, et j'avais pris un antimycosique, et au bout d'une semaine, j'avais retrouvé le goût. Alors peut-être que c'était une coïncidence, j'en sais rien. Bref. Donc j'ai été hospitalisée, il était hospitalisation du 15 janvier au 17 janvier, au 15, 16, 17, je sais que 3 jours, c'était une éternité, devant l'altération de l'état général et les troubles ioniques. Parce qu'en fait, c'est mon médecin généraliste qui m'avait dit, vite, aux urgences, vous risquez un arrêt cardiaque. Donc, correction de la calémie, traitement antifongique, ayant amélioré la potentielle mycose, et correction de l'hypermatrémie. Attendez, c'est après, c'est intéressant que vous ayez hospitalisé de quoi, en fait. Dès sa sortie la patiente constate une dégradation et se représente aux urgences le 19 janvier. 2 jours après. Pour reprise de la glucose, persistance de la perte d'appétit et difficultés alimentaires. Non, le pire c'est que j'avais encore faim, quoi. La faim, j'avais toujours. Mais, devant mon plat, dès que je mettais à la bouche, bah, c'était dégueulasse. Comment vous allez manger? Vous avez beau avoir faim, si on vous donne des aliments qui sont dégueux, vous mangez quand même. Bon, voilà. Donc, il y a eu un problème. Non, j'avais faim, mais j'arrivais à manger parce que c'était dégueulasse que dès que je mettais en bouche. Bon, après, par vitaux, examen cardio-pulmonaire, digestif, bon, bref. Après, il parle de mes antécédents, donc sclérose en plaques, de forme secondairement progressive, incontinence urinaire. Non, j'ai pas d'incontinence urinaire, je sais pas pourquoi ils ont marqué ça.
En fauteuil roulant, elle marche un peu. Ok. Elle vit seule, à domicile. Elle vit 3-4 heures par jour. Arrive à marcher avec canne et oued humaine. Autolavement pour les selles. Ok. Ancien fumeur. Il marque tout, hein. Ok, donc là, examen clinique à l'admission. 36 kilos. À l'admission, première admission. Parce qu'après, il me paraît que j'avais... Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai été hospitalisée, je mangeais pas grand chose pendant les 3 jours où j'étais hospitalisée. Parce qu'ils m'ont pas mis à sonde à l'époque, je voulais pas. Enfin, ils m'ont pas vraiment clairement parlé de ça, ils m'ont parlé, enfin, mais ils l'ont pas, non, ils l'avaient pas défini à la base. Et en fait, j'étais en attente de passer dans un autre service. Bref. Donc à l'époque, j'ai dû perdre encore 2 kilos. Donc je suis descendue à 34. Actuellement, je fais 44. Donc j'ai repris mes 10 kilos. Et puis je continue là, je fais presque, ouais, on va vers les 45. Et on va pas me retirer à la sonde avant que je fasse 50 kilos. Donc, enfin, je pense. Alors voilà, c'est là où c'est intéressant. Je vais passer ça. Je vous en parle, vous allez comprendre pourquoi. On va raconter ma vie. Donc là, le scanner, j'ai pas fait l'examen. C'est là qui m'avait fait toute une prescription, ils m'ont jamais donné. Je l'ai pas eu à ma sortie. Bref. Pour montrer que j'arrive à boire un peu plus. Alors, bon, vraiment, ok. Évolution durant le séjour à l'hôpital. Alors, premièrement, dysgeusie et troubles alimentaires aboutissant à une dénutrition dans un contexte de probable trouble du comportement alimentaire. Dans un contexte, ah ouais. 2. Recherche d'autres étiologies d'altération état général. Bilan des facteurs de risque cardiovasculaire. Examen complémentaire. Scanner. Voilà, bon, bref. Alors, je vous donne les conclusions. Troubles alimentaires dans un contexte de sclérose en plaques, avec importante composante psychologique pour lequel nous ne retrouverons pas d'étiologie organique. Alors là, ça me fait sourire, c'est que je me dis, mais t'en connais, toi, des troubles alimentaires sans composante psychologique? Je sais pas, mais il me semble. Bref. Et là, il parle pas du tout de la gastroparésie qu'on a quand même dans la sclérose en plaques. Et à la base, c'est parce que, à force de manger, comment dire, à force d'avoir des troubles, des douleurs après avoir mangé, eh bien, ça m'a conduit vers les troubles alimentaires. Voilà. Alors, renutrition par une nutrition entérale débutée le 26 janvier avec bonne tolérance clinique et biologique, à poursuivre au domicile, puis à réévaluer le 14 février par l'équipe de nutrition, ce qui a été fait. Pas d'argument en faveur d'une autre étiologie d'altération de l'état général. Donc, en fait, il dit que c'est un trouble de comportement alimentaire. Quand même, à la base, c'est je reconnais, hein, que j'ai des difficultés au niveau alimentaire. Mais, à la base, ça a quand même été ce virus, hein. J'aurais pas eu le Covid, j'aurais pas été hospitalisé. Ceci dit, je savais que, en fait, je vais vous raconter, mais, quoi dire de plus? Perte de poids d'environ 10 kilos en un mois. Non, c'est 10 kilos en 15 jours, j'ai perdu. Fonte musculaire. Ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que j'ai faim. J'ai envie d'aller manger, là. C'est 19h. J'ai commencé à perdre du poids quand j'avais 23 ans. En fait, ah ouais, ça c'est intéressant de savoir ça. Comment j'ai perdu du poids? Donc d'abord, j'ai tombé dans la dépression. C'était une poussée de sclérose en plaques à la base. J'avais des troubles anxieux parce que j'avais, suite à un trouble cognitif, en fait, j'ai oublié. Je vais faire une pause. Il faut que je m'alimente. Ça va être pratique pour vous parler si je mange. J'étais en train de repenser aux origines, donc, de mon rapport à l'alimentation, en fait. Enfant, pas de problème pour m'alimenter. Il y a une fois,
où en fait j'ai développé ce qu'on appelle une hémétophobie, peur de vomir. En fait, c'est surtout que ça m'arrive à l'extérieur. Parmi d'autres personnes, qui le regard sur moi. Je ne pensais pas que vous êtes malade en société. Et je me souviens d'une fois, quand j'avais 16 ans, j'avais prenais un petit déjeuner, c'est quelque chose d'assez lourd, parce que je prenais du lait, du café au lait. Et ce jour-là, j'avais pris ma mobilette dans le froid, parce qu'on était en hiver. Et quand je suis arrivée à l'école, j'avais envie de vomir. Je suis restée toute la matinée à l'infirmerie. J'avais qu'une seule peur, c'était de vomir. Et du coup, j'ai arrêté de prendre du café au lait. C'est pas un peu mal d'ailleurs. J'ai pris que du café. Mais voilà, cet épisode, je me souviens parce que je voulais surtout pas vomir. Et puis, quand je vomissais, ma mère me disait, c'est de ta faute. En gros, hein, c'est comme ça que je le comprenais. T'as trop mangé, voilà, t'as trop mangé. Du coup, pour éviter de vomir, c'était faut pas trop manger. Attention. Et puis, vomir en société, c'était quelque chose j'avais pas du tout envie. Donc là, on peut me dire, c'est l'origine, une explication psychologique, une composante psychologique de ces troubles. Et puis plus tard, vraiment, premier moment où j'ai vraiment perdu du poids, parce que avant j'étais montée à 59 kilos pour 1m66, mais mon poids de régime, j'ai envie de dire mon poids, comment je pourrais dire ça? Le poids que j'ai fait pendant longtemps, c'était 55 kilos. Et puis, à 23, 24 ans, là, j'ai sombré dans la dépression, la phobie sociale. À la base, c'était donc des troubles cognitifs qu'on n'a pas reconnus en tant que tels, et on m'a soigné à coup d'anxiolytiques et antidépresseurs par la suite. Et là, j'ai commencé à perdre du poids parce que j'avais donc cette hémétophobie. Et puis la dépression, ça vous fait moins manger, vous êtes fatigué, vous n'avez pas plus trop goût à rien. Donc je suis passée de 55 à 50 kilos, voilà. Et puis je suis restée comme ça 5 ans. Puis après j'ai repris les études. Et puis bon, je sais plus, je suis descendue à 46 kilos. Et puis je suis remontée. J'étais à 49 quand on m'a fait mon première IRM en 2007. Et puis à chaque bolus de cortisone, j'ai perdu du poids. Parce que déjà, je mangeais dans un contexte, j'étais pas chez moi. Et puis parce que fallait pas manger ni sucré ni salé, enfin, c'était compliqué. Ils disaient pas trop de sel, pas trop de sucre, mais la clinique, ils me supprimaient tout le sel et tout le sucre. Donc pas sans sel et même des desserts sans sucre, ça faisait bizarre. Donc j'ai perdu jusqu'à atteindre 40 kilos en 2011. Parce qu'en plus, j'ai fait des infections urinaires à répétition. Je pouvais plus supporter des antibiotiques, mon estomac les refusait. Et puis en plus, j'ai souffert aussi de gastroparésie. Ça, c'est ce qu'on imagine. Même le médecin voulait que je passe l'examen, j'ai pas eu envie. C'est dans un contexte, en fait, si je suis bien ou pas bien, il y a tout le contexte de manière de manger qui m'est important. Si les gens parlent en même temps trop vite, qu'on fait parler aussi. Moi, j'aime bien les repas qu'on fait jouer comme ça, mais je risque en plus de faire des fausses routes. Donc, il faut quand même, j'aime pas trop qu'on me regarde en train de manger, en fait. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Et si on est plusieurs, bon, ça va. Mais, donc, c'est ce que je disais, du coup. Voilà, donc je suis descendue à 40 kilos. Et puis, il y a 2-3 ans de ça, ouais, c'est ça, en 2022, je suis descendue jusqu'à 38 kilos. Et, parce qu'en fait, je suis remontée à 49 kilos. Je sais même pas comment j'ai fait toute seule, naturellement. Et puis, après, on m'a fait poser les implants, les petits implants, et là, je me suis retrouvée 4 mois sans dents, sans molaires, et là, j'ai perdu mes 8 kilos que j'avais pris. Et en fait, attendez, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire quelque chose. Je voulais préciser quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des personnes qui arrivent à manger où qu'elle soit, n'importe quelle circonstance. Moi, non. Et, par exemple,
Manger dehors, à l'extérieur, dans la voiture, bon, je le fais quand j'ai vraiment très faim. Et je mangeais un peu, pas beaucoup, pour calmer ma faim. Et j'en ai discuté avec mon aide de vie qui comprenait pas. Mais moi, après un repas, quand j'ai l'estomac plein, j'ai toujours peur. En fait, la plupart des gens, quand ils ont l'estomac plein, ils se disent, ils se sentent bien parce que voilà, ils sont arrivés à sa satiété. Mais moi, toujours cette peur du trop plein. Et par exemple, c'était mercredi, j'ai kiné à 11h, à 10h30. Et j'ai mangé, mais je mange un petit peu pour calmer ma faim, mais pas trop, parce que après, quand je me mets sur le ventre, pour, elle me masse les cuisses et les jambes, après avoir fait l'étirement, ben si je me mets dans cette position et que j'ai trop mangé, je vais vomir, voilà. Et alors que là, j'ai mangé pour calmer ma faim, ça va, et je me mets dans cette position-là. Et mais après, maintenant, ça m'empêche pas de manger bien, même si après, je me sens un peu, pas ballonnée, mais un peu oppressée. Si après, je suis tranquille, ça va. Si je pourrais pas sortir, faire bouger, en fait, j'ai besoin de poser et d'être tranquille après avoir mangé, en fait. J'ai, comme on avait dit le gastro-entérologue que je voyais avant, une hypersensibilité digestive. Voilà, et ça, je crois que ça ne changera jamais. Voilà un peu pour faire le tour d'horizon de mes troubles alimentaires. Alors, je ne considère pas comme l'anorexie, elle est réactionnelle par rapport à cette peur de pas être bien, quoi, tout simplement. Hein. Si je mange et qu'après, si je mange et que je sors, ça va pas du tout. Donc, je vais manger quand je suis chez moi. Maintenant, j'arrive à manger à l'extérieur, mais je vais manger juste pour combler ma faim, voilà. Pas jusqu'au point où, après, je vais à nauséeuse, voilà, parce que ça m'arrive. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, si vous avez vécu ça ou si vous n'avez pas de problème. Moi, je rêverais de pouvoir pas me poser toutes ces questions, et parce que c'est au fil du temps, j'ai compris que mon estomac était difficile, on va dire. Et maintenant, on parle c'est la composante psychologique. Alors, j'attends de voir la psychologue pour en parler avec elle. Voilà. Et c'est tout. J'espère que ça vous a été utile si vous souffrez aussi de troubles alimentaires, parce que pour vous montrer que vous n'êtes pas toute seule. Si vous voulez que je continue à parler de ce sujet, n'hésitez pas à me le dire. À bientôt. J'ai précisé que j'ai été aidée par une nutritionniste et par une diététicienne. Nutritionniste, à part me dire manger plus gras et plus sucré, elle me pesait avec sa balance spéciale. Mais sinon, rien, pas intéressant parce que ça ne faisait pas progresser du tout. L'autre diététicienne, oui, elle m'a bien aidé même plus que j'étais à l'hôpital. On se textotait. Intéressant.